Je suis chargé d'offrir à la Convention nationale l'hommage d'une gravure de la composition du citoyen François Bonneville de la section du Théâtre français. Elle représente le décret par lequel il est offert 100 livres de rente à ceux des soldats du despotisme qui déserteront ces drapeaux pour venir s'enrôler sous ceux de l'égalité et de la liberté française. Cette gravure célèbre de Bonneville est célébrée par le député Lequignot le 11 octobre 1992 à la Convention, pourrait résumer l'effort de propagande à destination des militaires étrangers. Donc cette gravure, vous la voyez, elle fait figurer un message simple en français et en allemand, marquant des deux côtés du Rhin les limites finalement entre d'un côté une armée d'ancien régime où règne une discipline arbitraire et de l'autre le camp révolutionnaire où règne cette sympathique ambiance et franche camaraderie où le vin coule à flot sous l'égide de la Déclaration des droits de l'homme. Mais cette gravure n'est pas seulement une manière de publiciser la guerre. Elle est aussi la mise en image de la loi, ici la loi du 3 août 1992 concernant les déserteurs étrangers qui s'inscrit dans une série de mesures législatives traduisant autant de tâtonnements pour inciter, encadrer et définir les attentes des députés pour les circulations militaires. En effet, faut-il lire dans cette image la mise en avant d'un mercenariat révolutionnaire nouveau, où il devient rentable de passer au service de la Révolution, ou au contraire l'appel symbolique au patriotisme opprimé par les coups de cravache prussienne et autrichienne. Est-ce l'homme opprimé choisissant la patrie des hommes libres, ou simplement le soldat professionnel choisissant de servir une armée nouvelle ? Cette hésitation et cette ambivalence sont au cœur donc des décrets pris par l'Assemblée législative puis par la Convention dans la période 92-93, que ce soit l'intégration des déserteurs étrangers ou la création de légions dites étrangères. Ces débats témoignent de la mise en tension des enjeux politiques et des enjeux militaires. Toutefois, l'historiographie de la Révolution souffre ici de deux écueils. D'une, des études très ancienne sur les unités étrangères de la Révolution, à l'image de ce qu'a fait Fieffé et son histoire des troupes étrangères au service de la France, Arthur Chuquet, fameux auteur des guerres de la Révolution et d'une étude sur la Légion germanique dont on ne peut pas s'imaginer l'arrière-plan symbolique qu'il y a à écrire sur la Légion germanique en 1904. Et Arthur Chuquet a confessé notamment les difficultés à écrire l'histoire de ces unités en l'absence d'archives véritablement exhaustives. Et notre problème encore aujourd'hui est l'absence d'études comparées des états de revue de ces différentes unités. Deuxième problème, l'histoire politique de la Révolution a eu tendance à n'y voir que des mesures de propagande et des mesures symbolique de la grande nation, Albert Mathiès parmi eux, dans son fameux opuscule « La Révolution et les étrangers, cosmopolitisme et défense nationale » de 1918, où bien évidemment Mathiès se range du côté de l'esprit européen et libéral de la grande nation face à la Grande Guerre, guerre entre nations. Jacques Gauchot a lui vu dans les unités militaires étrangères de la Révolution le noyau de futures armées nationales. Donc simplification abusive et études anciennes, et donc il faut noter ici que c'est seulement l'œuvre novatrice et les travaux de Bernard Guénaud qui permettent encore aujourd'hui d'éclairer une histoire de manière globale pour embrasser l'imbrication du fait politique et du fait militaire, et comme il le rappelle dans son étude sur la Légion des Américains, conditions politiques et carrière militaire sont étroitement mêlées. Nous souhaiterions donc analyser 92-96 selon l'angle du cadre légal, ce que la loi définit et entend capter et parfois enjolive comme circulation militaire et mobilité des étrangers. Il s'agit également de s'interroger sur les contradictions de la loi, donc texte non normatif qui conduit paradoxalement à une suspicion montante à l'égard des militaires étrangers. Et donc comment, dès lors, à la croisée d'une histoire politique et militaire, la loi se fait-elle le reflet de pratiques de circulation militaire ? Il s'agit donc ici en quelque sorte de prendre la législation révolutionnaire au sérieux et de voir dans les attentes politiques et militaires des députés, les projets exposés par des militaires étrangers, un questionnement sur la valeur militaire du patriotisme en révolution. Donc tout bêtement, je procéderai en deux temps, la phase de tâtonnement et d'expérimentation de la législative
entre hésitation d'appel au talent militaire ou appel au patriotisme, et dans un second temps, le tournant de 93 et la fin d'un modèle cosmopolite avec les crispations naissantes et la surveillance des unités et des militaires étrangers. Donc, dans un premier temps, recruter des guerriers ou des patriotes, les hésitations d'un modèle sous la législative. Donc en théorie, en 92, tout paraît simple, puisque la Constituante s'est déjà chargée de, entre guillemets, nationaliser les vieux régiments étrangers de l'armée d'Ancien Régime, mais elle s'est surtout octroyé le pouvoir d'employer des troupes étrangères et de décider donc par un acte du pouvoir législatif depuis février 90 de l'emploi de troupes étrangères. Cependant, tout change dans la phase 91-92, bien sûr, menace de guerre montante, donc abandon de certains principes, les premières levées de bataillons de volontaires étant relativement pressantes, la question de l'augmentation de la force armée devient donc urgente. Donc à partir de janvier 92, les débats sur la création des légions reviennent en partie dans l'arène politique, ces légions qui avaient été supprimées par le comte de Saint-Germain donc en 1776. Et ces débats font rejouer ce que Jean-Paul Berthaud et encore plus Bernard Quemeneau ont largement analysé comme un débat aussi théorique entre, d'un côté, les héritiers du maréchal de Saxe favorables aux légions et les héritiers de la pensée de Guibert défavorables à ce système. Pour simplifier, pour ma part, donc, je m'en tiendrai au débat politique et donc, à partir du 24 janvier 92, l'exposition par le ministre de la Guerre Narbonne de l'idée de créer 8 nouvelles légions d'infanterie légère. Il explique ainsi à l'Assemblée législative « Si nous sommes condamnés à la guerre, nous devons espérer de trouver des amis parmi nos ennemis mêmes, et les étrangers qui adopteront notre cause pourront s'engager dans ces nouveaux corps où l'on reçoit promptement et facilement ceux qui veulent y entrer. » Donc en quelque sorte, Narbonne lit clairement la création d'unités spécifiques et le passage d'étrangers au service de la France. Mais il pose également pour la première fois l'ambivalence de cette mobilité militaire attendue. La discussion se poursuit longuement et rebondit le 18 février 92 avec la présentation d'un projet d'organisation de 6 légions par le député Beaupuy au nom du comité militaire. Pour résumer les arguments, Beaupuy expose qu'il est nécessaire de recruter et de créer des légions pour recruter des hommes qui tirent juste et tirent à coup sûr, mais surtout pour adopter un modèle de troupes qui sont employés par ceux qui font figure d'ennemis potentiels de la France, l'Autriche et la Prusse. Et il propose donc dans ces futures légions d'accueillir des soldats déserteurs ou des étrangers. Il dit ainsi « Il se trouvera chez nos ennemis même des hommes hardis, courageux, entreprenants, qui, attirés par l'appât qu'offre ce genre de service, viendront se ranger sous nos drapeaux. » Et cet appel très paradoxal, à ce qu'il convient d'appeler ici un mercenariat, procède pour Beaupuy, malgré tout, après un petit toilettage révolutionnaire, d'une triple acculturation. Comme je l'ai dit, à la fois transfert d'une compétence militaire, des soldats aguerris, transfert donc d'un modèle d'unité légère conforme à ce qui se pratique dans certaines armées européennes, mais autre acculturation, l'inculcation à ces mercenaires des principes révolutionnaires qui, je cite la belle formule de Beaupuy, « entourés des soldats d'une nation libre, ils apprendront d'eux à connaître les droits de l'homme et à vaincre ou mourir pour la liberté ». Donc politisation de cette figure du mercenaire relativement paradoxale. Les débats s'étendent largement, je n'y reviens pas, notamment avec des projets ou des contre-projets exposés notamment par un collègue de Beaupuy, Hugo, qui s'étonne un peu qu'on prenne donc cette proportion assez forte dans les futures légions d'étrangers dont on ne connaît pas grand-chose. Ce n'est cependant que le 21 avril, donc lendemain de la déclaration de guerre, que le débat sur la création des légions s'accélère vraiment à la législative. Après un discours grandiloquent du Prussien Anacharsis Clotz, donc le fameux orateur du genre humain, qui donne 12 000 livres pour habiller 50 combattants, le député Hérault de Séchelles propose d'utiliser ces fonds pour indemniser les militaires étrangers donc, qui se rangeront sous les bannières de la liberté.
Rapidement, le débat rebondit sur la création de futures légions qui traînent en longueur depuis trop longtemps. Lazare Carnot dénonce alors ce qu'il appelle un esprit d'imitation servile qui ne doit pas nous porter à rendre chez les étrangers des modèles qui ne conviennent ni à notre caractère ni à notre situation topographique. Et Lazare Carnot intègre ici une critique éminemment politique à l'égard d'une unité militaire, les futures légions, disant qu'il était dangereux de mettre 14 000 étrangers entre les mains du pouvoir exécutif, donc traditionnelle dénonciation d'un risque de despotisme militaire en recréant des unités avec des étrangers. Carnot propose alors, je ne détaille pas, un contre-projet de compagnie franche qui s'inspirerait de Vauban et conduirait donc à la garde des places fortes. Malgré ces débats intenses et ces oppositions parfois tranchées, le 27 avril 1992, le fameux décret sur les légions est adopté et ce décret sur les légions permet donc notamment d'accueillir des étrangers, mais accueillir des étrangers qui sont dits accueillis comme des nationaux. Paradoxe là encore. Mais paradoxe là encore, puisqu'il s'agit finalement à qui s'adresse ce décret. Est-ce qu'il s'adresse donc à des patriotes ou est-ce qu'il s'adresse au contraire à d'anciens militaires étrangers que parfois la Révolution entend récupérer? Elle octroie notamment, les députés, un certain nombre d'augmentations de pensions pour des militaires étrangers restant en France, donc finalement la captation des circuits militaires anciens. Cependant, ce débat ouvre la voie à la création d'unités spécifiquement étrangères. Ces initiatives ne sont pas neuves en 92 et je ne détaillerai pas ici les initiatives des comités patriotes qu'ont étudié entre autres Simon Chama, Jost Rosenthal pour les réfugiés bataves, Alain Guérin pour les Germains. Des initiatives donc de comités politiques pour créer des troupes étrangères dès la fin 91. Cependant, avec la déclaration de guerre et l'organisation des légions, ressort ici l'idée de créer des unités spécifiquement étrangères. Dès le 8 juillet, le ministre de la Guerre, Lajare, s'adresse ainsi aux députés, actant donc la création d'une future légion composée uniquement d'étrangers, qu'il appelle un corps étranger en troupes légères qui renforcera nos armées de ce genre de troupes. Donc justification militaire par un atout, celui du manque d'infanterie légère dans l'armée française et du renforcement des effectifs. Cependant, cet appel à une compétence militaire se fait par le rejeu d'un appel aussi également politique, qui souhaite trouver dans notamment un certain nombre d'officiers réfugiés hollandais, patriotes, bataves, des bras, je cite, exercés à la défense de la liberté et qui, par les relations qu'ils ont dans la Flandre, le langage, pourront nous rendre les services précieux et les moyens de se recruter. Où l'entremêlement de réseaux politiques et de réseaux militaires se fait ici dans le discours du ministre. Le rapport donné par Hugo à la suite du demande du pouvoir exécutif est acté donc le 26 juillet. Et donc le 26 juillet, on a la création de la première légion, dite Légion franche étrangère, que vous pourrez retrouver dans le petit bingo des décrets de la Révolution. Dès le 3 août, les initiateurs de cette légion et le conseil d'administration de cette légion écrit à un fameux général caracolant sur son cheval blanc, Lafayette, qui... pour lui demander donc le rattachement de la Légion franche étrangère à l'armée du Nord, et c'est là où le motif politique est complètement enrobé dans une revendication militaire, pour concourir sous vos ordres à établir la liberté et le règne de la loi dans leur patrie adoptive. Et cette mention de la patrie adoptive montre à quel point l'endossement par l'encadrement de la Légion du registre politique et patriotique révolutionnaire, l'appel donc à un vocabulaire finalement commun aux volontaires nationaux, à celui du citoyen soldat, à celui de l'idéal civique, serait en quelque sorte le moteur de l'engagement des militaires étrangers et le moteur nouveau de circulation militaire. Autre revendication à la même époque, puisque les projets à l'époque foisonnent, celle de la Légion des Allobroges, c'est-à-dire de la Savoie, qui adresse en particulier au comité militaire de la législative, une revendication également pour la création d'une Légion franche allobroge au début d'août 1792. Ils égratignent au passage le Prussien Clautz qui se contente de faire des offrandes pécuniaires.
Et ils disent, au moment où des Belges, des Liégeois et des Bataves ont rejoint vos phalanges guerrières, des Anglais, des Écossais, des Irlandais viennent se ranger sous le drapeau tricolore, nous vous apportons un hommage plus digne du robuste habitant des Alpes. Avec nos bras vigoureux, nous volerons les premiers sur ces remparts que la nature a placés entre la France et l'Italie. Nous vous rendrons faciles les passages qui sont devenus si souvent des tombeaux du courage et même de la force. L'endossement d'une capacité militaire spécifique des Savoisiens est bien évidemment évidente, mais elle est redoublée d'une profession de foi patriote à l'égard de la France qui trouble énormément le jeu. La reconnaissance, le langage, les mœurs nous unirent toujours à la France. Et c'est à nous à recevoir les premiers coups que la fureur des tyrans veut vous porter du côté de la Savoie. Et voyez que ce double registre est en même temps problématique, puisque en jouant à la fois sur la spécificité des étrangers et en quelque sorte l'unification avec un vocabulaire patriote, le processus traduit un profond brouillage dans les attendus politiques que peuvent avoir les députés sur ces créations d'unités et cette mobilité militaire. On retrouve les mêmes débats le 28 juillet avec l'entretien des troupes belges déjà en partie levées par Dumouriez. On retrouve les mêmes enjeux lors de la création le 4 septembre de la Légion dite germanique, composée d'hommes libres et non d'hommes enrôlés. Et les députés se retrouvent souvent à devoir entériner des initiatives, disons, un peu chaotiques, puisque, par exemple, le ministre de la Guerre, Servan, signe dès la mi-août 92 la création d'une légion germanique qui est ensuite actée a posteriori par l'Assemblée législative. Autre brouillage important, donc comme j'en ai déjà parlé en introduction, je vais aller vite. Le 2 août 1792, l'adoption du décret sur les déserteurs des militaires étrangers porte ses hésitations. Puisqu'il hésite encore une fois entre une profession de foi cosmopolite, l'idée qu'il faut économiser le sang en favorisant la désertion, qu'il faut désorganiser l'ennemi, et qu'il n'est pas admissible de contraindre ces déserteurs étrangers de rejoindre les rangs de l'armée. C'est-à-dire que la possibilité de rejoindre les bataillons de volontaires nationaux des légions ou l'armée de ligne est en quelque sorte optionnelle. Un esprit un peu intéressé pourrait simplement déserter, prendre l'oseille et se reposer sous le beau soleil de France. Mais malgré tout, ce décret érige la défense de la liberté comme un devoir armé commun et assimile donc indifféremment les déserteurs à des patriotes, les officiers professionnels à des politiques, et en quelque sorte, là encore, le brouillage entre pratique de guerre ancienne d'Ancien Régime et constitution d'un vocabulaire nouveau pour désigner ces circulations militaires. La situation est encore plus complexe à partir, le 20 août, du licenciement des odieux régiments suisses ayant tiré sur le peuple le 10 août 92, et en même temps, discrètement, le 24 août, un mode d'incorporation de ces officiers suisses qui souhaiteraient malgré tout continuer à rester au service de la France. Qui sont d'ailleurs, mêmes officiers suisses, déclarés citoyens français s'ils souhaitent servir dans la ligne. Donc, l'expérience de guerre et la motivation politique constituent le registre de la loi, mais constitue en même temps une base fragile qu'il nous faudra désormais démonter à partir de ce tournant de 93 sur les crispations et les dénonciations des militaires étrangers, ce qu'on pourrait appeler la faillite de la loi dans la définition des circulations militaires. En effet, très rapidement, je vais annoncer ça plusieurs fois, très rapidement, les députés essayent de mettre un coup d'arrêt, mais à chaque coup, le coup d'arrêt ne marche pas. Les législateurs, dès le 9 septembre, entendent remettre un peu le frein sur cette création anarchique de légions, un peu sortie de nulle part. Et donc, le 9 septembre, sous le rapport de Mathieu Dumas, membre du comité militaire de la législature, il est ordonné qu'il ne sera plus levé à l'avenir jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné aucun corps de troupes légères sous quelque dénomination que ce soit. Comme l'a rappelé Bernard Guénaud dans son étude sur la Légion des Américains, en septembre 92, la situation est bien celle d'un imbroglio législatif total. L'exposé du décret du 9 septembre marque une première suspicion. Il est ainsi écrit dans le corps du décret que la création de légions ne puisse plus servir de masque ou de prétexte aux ennemis de la chose publique qui oseraient faire parade d'un faux zèle.
Là, les étrangers, et en particulier la Légion franche étrangère, paye son rapprochement malheureux avec Lafayette qui s'est taillé après le 10 août avec son beau cheval blanc. Et cette suspicion à l'égard des troupes étrangères est relayée encore le 21 septembre à la barre de la Convention tout juste réunie et alors que la royauté vient d'être abolie. Un membre d'une section de Paris dénonce ainsi les légions étrangères en demandant leur licenciement immédiat alors qu'elles viennent à peine d'être créées. Le 4 novembre encore, un orateur au nom des 48 sections de Paris dénonce cette présence d'une multitude de légions, de compagnies franches dont on a peine à distinguer les dénominations et l'habillement. Bien sûr, il est toujours apparu assez suspect depuis 1989 cette présence d'étrangers et de militaires étrangers dans Paris qui a pu susciter de légères crispations autour de juillet 1989. Mais la dénonciation n'en est pas moins claire d'une force vue comme particulière et porteuse d'un danger politique. Ces changements de perception sont d'ailleurs perceptibles dans une série de cas que je n'ai pas tellement le temps de développer et que je vais essayer de résumer. L'abandon progressif d'un répertoire cosmopolite et de l'amour de la liberté au sein des décrets révolutionnaires est malgré tout perceptible. Ainsi, en décembre 1992, une curieuse affaire vient devant la barre de la Convention, une pétition de 4 officiers suédois qui demandent tout simplement à être employés dans les armées françaises. En théorie, la loi le permet, rien ne s'y oppose. Et malgré tout, le cointre qui proclame qu'il est favorable à ce noviciat révolutionnaire, eh bien la proposition est renvoyée et l'Assemblée n'y revient plus. Plus intéressant encore, les débats maintes fois repoussés sur la Légion dite des Pyrénées ou la Légion dite des Miquelets, présentée par Lazare Carnot, peu suspect d'être un ami des légions, comme je l'ai dit précédemment, présente donc cette initiative d'un recrutement purement local de troupes et de compagnies de gens habitués à la guerre en montagne, je cite, accoutumés à gravir les rochers et seuls instruits des sentiers, donc avec un recrutement soit d'étrangers, soit de personnes habitant à moins de 2 lieues des Pyrénées. Eh bien, Carnot se défend d'emblée en évacuant toute la question de la Légion et de l'état-major particulier et du risque politique en disant que cette Légion des Pyrénées n'aura de Légion que le nom et qu'elle ne présente pas un risque politique pour la Révolution. Bien évidemment, ces dénonciations des militaires étrangers recoupent en partie ce qu'on peut appeler les accusations de complot de l'étranger plus général et le fait que dès septembre 1992, le seul fait d'être anglais ou de parler avec un petit accent peut vous entraîner les pires problèmes à Paris. Mais cela serait trop simplificateur de n'y voir qu'une méfiance à l'égard de l'étranger. La méfiance spécifique à l'égard des militaires étrangers repose aussi sur la difficulté des députés et de l'administration militaire de la Révolution à intégrer ces individus suivant un mode uniforme. En cela, les protestations nombreuses des officiers des unités étrangères montrent à quel point les contradictions de la loi sont grandes. Et elle traduit en même temps une grande acculturation de ces officiers au langage de la loi, qui s'approprient ce langage pour mieux défendre leurs intérêts propres et l'intérêt de leur corps. Ainsi, Abéma et Decoq, membres du conseil d'administration de la Légion franche étrangère, adressent une plainte assez vive au ministre de la Guerre en octobre 1992, réclamant pour un certain capitaine Nicholson une place d'adjudant général refusée par le ministère. Et donc, ils défendent ainsi l'idée qu'il n'est pas possible de nommer chez eux des citoyens français, pas plus qu'il ne leur est permis d'employer des déserteurs français, et ils désignent ainsi la nécessité de prendre Nicholson comme adjudant général, parce que d'un côté, il y a, je cite, trop d'enrôlement de soldats étrangers et trop de légions étrangères concurrents sur le marché, et en même temps, l'avantage, c'est que Nicholson est écossais et pourrait ressusciter un réseau ancien d'Écossais qui viendraient au service de la France. Donc, volonté d'une certaine autonomie des militaires et des comités politiques étrangers qui leur sont affiliés et qui se heurtent aux réalités institutionnelles et aux conflits entre corps. Dès lors, les mesures pour pondérer, voire délimiter les cadres épars et les initiatives des comités politiques représentant les étrangers en France s'appliquent à intégrer ces troupes et ces légions suivant un mode d'organisation uniforme.
Le fameux décret d'organisation générale de l'armée, dit du 21 février 93, qui est très connu parmi les révolutionnaires, va-t-on dire, casse en théorie les légions créées en 92 pour les diviser d'un côté en régiments de chasseurs à cheval et de l'autre en bataillons d'infanterie légère versés en demi-brigade. Dès le 26 janvier 93, les troupes belges et liégeoises avaient été réorganisées et soldées à la charge de la République. Mais cette progressive réorganisation des troupes belges, liégeoises et des légions commençait à poser problème, et si la Convention reconnaît dès le 7 mars 93 qu'elle emploiera les officiers belges au même grade qu'ils avaient dans les troupes belges avant qu'elles soient soldées par la République, eh bien cette mesure pose un certain nombre de problèmes. À tel point que le général Thouvenot, fin mars 93, en plein désastre de Hollande, doit écrire au ministre de la Guerre qu'il lui est absolument impossible d'expédier l'état des officiers belges n'étant pas capable de vérifier leurs états de service. Plus intéressant encore, après un certain nombre de cas, parfois des unités en pleine débâcle peuvent apparaître quasiment par l'effet du miracle. Ainsi, 29 avril 93, alors que la situation n'est pas au beau fixe dans le Nord, eh bien, le général Dampierre écrit au ministre de la Guerre qu'il a sous ses ordres un obscur bataillon bavarois levé en novembre 92 et dont il ne sait que faire. Et il dit « Ce bataillon a parfaitement servi, mais je ne désire point donner des brevets à tort et à travers. » Et ainsi, l'incapacité de l'administration révolutionnaire à donner une légitimité à des officiers, souvent patriotes, mais souvent aussi autoproclamés, cristallise un certain nombre de tensions. Le cas le plus intéressant ici, dirais-je, est celui en novembre 93 d'une lettre et d'un rapport envoyé au ministre de la Guerre par l'ancien législateur Carnot-Felin, donc frère du grand Carnot, qui s'étonne de lui voir arriver des bataillons entiers d'ingénieurs belges à Saint-Omer, où il est directeur des fortifications. Et le rapport dit qu'ainsi, leur incorporation dans l'arme du génie est impossible du fait que la loi ne les reconnaît pas. Mais d'ailleurs, leur service en Autriche, donc dans les Pays-Bas autrichiens, n'était en quelque sorte que comme sous-ingénieurs constructeurs et non comme ingénieurs fortificateurs. Ainsi, la difficulté à reconnaître un savoir commun et des titres égaux conduit à un certain nombre de blocages, à tel point que le ministre tranche quasiment à la normande en disant qu'il est de la responsabilité des généraux d'employer ces sous-ingénieurs, mais que leur qualité d'étrangers les empêche d'être reconnus par la loi. Le réel changement, et j'irai vite, malgré ces chronologies imbriquées qui, vous l'aurez compris, sont propres aux cas individuels ou aux différentes unités étrangères de la Révolution, se cristallise surtout autour de la dénonciation de l'unité dite de la Légion germanique. En effet, cette Légion germanique a été employée à partir de février-mars 93 au sein de l'armée des Ardennes et conduit à une certaine forme de crispation chez les officiers qui ont peur que, opposés à des Allemands, les Croates, les Hongrois et les Polonais qui composent la Légion des Germains ne désertent avec armée bagages. Et ainsi, cette légion est dénoncée pour le même motif par le député Lecointre dès le 4 avril 93. Cette légion, ensuite envoyée en Vendée, est dénoncée le 4 mai 93 par Prieur de la Marne à la Convention, et en particulier son chef Dambach, vu comme, je cite, un baron allemand successivement au service de la Turquie, de la Pologne et de la Prusse, et Prieur de la Marne se fait un malin plaisir à pointer ses déboires et ses passages en prison. Mais plus loin, ce qui choque Prieur, c'est que la République tolère en son sein des corps où se pratique l'arbitraire le plus total, et notamment les pratiques des officiers autrichiens et prussiens sont longuement dénoncées, et la Légion germanique est en quelque sorte vue comme un noyau de despotisme à l'égard d'officiers français présents sur ces théâtres d'opération. Ce qui fait rejouer, bien évidemment, c'est encore plus le cadre de la défaite, puisque la Légion germanique a le tort de se trouver lors de la bataille de Saumur en Vendée, et la Légion des Germains est accusée d'avoir déserté en grande partie, ce que confirment les effectifs de l'armée catholique et royale, qui concentrent un certain nombre de déserteurs suisses et allemands. Et donc progressivement, l'accélération du temps politique fait que, en novembre-décembre 93, la Convention revient totalement sur toutes les mesures qu'elle avait
toutes les mesures prises en 92. Le 13 Brumaire, Barère interdit de prendre des déserteurs étrangers après le coup de retraite. Le 12 Frimaire en 2, ce sont tous les déserteurs qu'on n'emploiera plus désormais dans les armées de la République. Et si on propose bien de les employer à quelques travaux publics, là où ils ne seront pas dangereux, la proposition est simplement renvoyée. Entre-temps, 16 Brumaire, 6 novembre 93, et 20 Brumaire, 10 novembre 93, les conventionnels supprimaient totalement les légions bataves, belges et liégeoises, réorganisées à Péronne. La fin des unités étrangères, donc fin 93, en tant qu'unité spécifique, ne signifie pas la fin de la présence de militaires étrangers et la fin de circulation militaire au service de la Révolution. Mais en perdant leur spécificité d'unité et leur raison d'être politique, on voit que les conventionnels, finalement, entendent mettre fin à une forme d'irrésolution initiale de la loi en amalgamant totalement des gens qui sont désormais perçus comme troupes à part entière de la République et amalgamés comme tels. Donc pour conclure, je dirais que pas plus que la Révolution française n'a totalement nationalisé la guerre contre les phalanges mercenaires, pour reprendre un couplet bien connu du chant de guerre de l'armée du Rhin, la politique militaire de la Révolution à l'égard des militaires étrangers ne peut se résumer à la simple expression d'Albert Mathiez d'un propagandisme des droits de l'homme. Les députés entre 92 et 93 ont tenté une expérience inédite pour donner à la fois un sens politique et pratique à la mobilité militaire au service de la Révolution. Mais si la loi dessine l'organisation d'unités spécifiques, elle révèle également des circulations protéiformes, des cadres de mobilité variés et des attendus multiples. S'il s'agit de revendiquer un avantage militaire par la mobilité de professionnels de la guerre, conduit à servir dans l'infanterie légère, il s'agit également de concentrer au sein de l'armée un élément symbolique fort et l'appel constant au patriotisme des militaires étrangers, à l'adoption d'un langage du citoyen soldat, est également un moyen de donner du sens à la guerre. Du sens à la guerre comme guerre de la liberté. La loi comme texte normatif a cependant échoué à définir et à résoudre cette contradiction initiale entre les nécessités de reconnaître sur le plan pratique des militaires étrangers et à la fois l'accueil en théorie très large de patriotes, de déserteurs ou tout simplement de victimes du despotisme. Si les légions étrangères n'ont pas dépassé les 5000 individus, les trajectoires individuelles, malheureusement, de ces soldats de la Révolution nous restent encore mal connues et leur rapport, notamment aux troupes de la République, encore mal connu. Mais la multiplicité des plaintes, justificatifs, pétitions et lettres de protestation, le tombereau de toutes les archives de la Révolution, montre que ces soldats, que ces officiers ont entièrement endossé le langage patriotique de la Révolution et traduit une réelle acculturation au discours politique et au répertoire patriotique. Certes, il serait facile de voir dans ces formules d'amour à la liberté de simples feintes rhétoriques ou des figures de style. Cependant, elles jouent aussi un rôle dans la représentation de soi. Et si de nombreux militaires se mettent en avant tout comme bons patriotes, avant toute autre compétence militaire, il faut bien y voir l'effet acculturant même de la loi révolutionnaire comme outil de légitimation des circulations militaires. Et en cela, cette période de l'histoire de la Révolution répond bien à ce que Daniel Roche avait dit, la mobilité militaire place les hommes au centre d'une série de transformations acculturantes. Je vous remercie.